1950. Quand je rentrais à Douarnenez, on m'a dit écoute, il faudrait que tu ailles à Brest parce qu'il y a une grève. Bon, ils avaient compris que je reflétais les choses qu'il fallait refléter, mais en donnant la parole aux gens qui les vivaient. Et puis on a tourné à ce moment-là un petit film qui s'est appelé Un homme est mort, simplement parce qu'il y avait un ouvrier qui avait été tué, qui s'appelait Édouard Mazet. Et puis on a en fait aussi créé quelque chose, parce que le cinéma militant, j'avais su ce que c'était en tournant sur les grèves des mineurs, mais le film avait été interdit. Le film, on avait essayé de le projeter dans des conditions normales, il avait été interdit, il est resté interdit pendant très longtemps. Il a provoqué un décret disant qu'il fallait maintenant non seulement le décret pour le film commercial, pour passer dans les salles commerciales, mais même pour toute projection en France, à la suite de ce film sur la grève des mineurs, il y a eu le décret de 47 et 48 qui instaurait le visa non commercial. C'est-à-dire qu'on avait parfaitement la possibilité de refuser un visa, ce qui interdisait toute projection du film. On a décidé de se passer, bien sûr, de toute projection, mais trouver le moyen pour ça, c'est pas moi qui l'ai découvert. C'est en fait deux gars dont on raconte l'histoire là-dedans aussi, mais dont on ne connaît que les prénoms ou les surnoms. Parce qu'on me les avait collés, c'était des... disons que les syndicats à l'époque considéraient que c'était un petit peu des trublions, des gars qui... je peux même, en espérant que maintenant cette liberté de langage ne choquera plus personne, on les appelait les fouteurs de merde. Bon, et on m'a donné deux fouteurs de merde, et avec eux, on a foutu une merde générale en organisant la projection du film. D'abord, le montage, le truc, tout ça, ça s'est fait en 2 jours. Et puis les projections ont commencé tout de suite dans les lieux de grève, tout autour de Brest, où on payait. Oui, j'arrive à la fin. Voilà. Et puis voilà. Et puis, vous voyez ce que c'est que la censure. Et puis, on a donc organisé le truc. Et puis à la fin, ben, j'ai pensé pour moi que le film avait eu son effet, c'était de soutenir une action, de soutenir en image, de continuer à mobiliser les gens autour d'une nécessité de lutte. Et puis, on a fait, et puis à la fin, le film passait tout le temps, le truc, je l'ai balancé. Aujourd'hui, il restait des petits bouts, ce dont tu parlais tout à l'heure, là. Parce qu'il y a d'autres qui faisaient des films, on commençait à utiliser le cinéma sur ce plan-là. Il y avait des films, un gars qui faisait, Mengoz, qui faisait un film sur les dockers, toujours pour une organisation syndicale, sur les grèves des dockers qui refusaient de charger les armes pour l'Indochine, pour la guerre d'Indochine. Donc, ils ont tourné là-dessus, mais il n'y avait rien sur Brest. Alors, ils m'ont demandé. Et comme moi, il me restait des petits bouts de pellicule, parce qu'on avait fait 5 bobines de 3 minutes, c'est-à-dire on avait 15 minutes de pellicule pour le montage. On avait monté un film de 11 ou 13 minutes, toujours est-il qu'il restait des petits bouts. Les petits bouts ont été intégrés dans un film qui s'appelait Vive les dockers. Et c'est ce truc c'est là qu'il a retrouvé son grand-père, les images de son grand-père. Alors, voilà. Et maintenant, alors, c'est pour vous montrer simplement qu'on ne coupe pas la parole. Maintenant, pour dire que j'étais enchanté, moi, de retrouver une nouvelle forme de lutte, qui est pour des images qui sont des images périssables, que le pouvoir peut détruire, ou même que les petits cons disent elles ont eu leur utilité, c'est pas une œuvre d'art, c'est pas... c'est grâce à Étienne Dawodo et à Chris que j'ai retrouvé les 21 ans. Et j'ai retrouvé le besoin de parler. Maintenant, il peut me couper. Voilà comment ça s'est fait.
Alors en fait, je vais passer la parole à Chris maintenant, en lui posant en fait la même question en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il existe des espaces de liberté, notamment dans la BD, ou dans la littérature, après tout, qui permettent de s'exprimer et justement de trouver quand même sortir de la pensée unique en quelque sorte. Donc avant d'attaquer Un homme est mort, parce qu'en fait on reviendra après sur Un homme est mort, donc le bouquin, mais peut-être que tu peux, tu vois, imaginer un petit peu de travailler sur la généralité, d'autant que tu as amené plein de biscuits. Ouais. Oui, plutôt que de parler un peu dans le vide, j'en ai profité pour amener un petit florilège de livres dont forcément je vais sûrement être amené à vous parler, comme ça vous donnera peut-être plein de titres pour des lectures à venir. C'est vrai que la bande dessinée, de tout temps, bon là je vais ouvrir les portes ouvertes déjà, mais elle a toujours été considérée comme on va dire un genre divertissant, d'ailleurs comme un genre, c'est-à-dire destiné à faire rire éventuellement ou à divertir pendant quelques dizaines de minutes, et puis on l'oublie ensuite. Alors il a fallu énormément de temps pour que les auteurs de bande dessinée eux-mêmes décident d'aborder des problématiques, notamment politiques, ou en tout cas engagées dans le réel. On va dire, dans cette expression vaste, on peut englober des histoires vraies ou des histoires qui en tout cas nous parlent vraiment du monde d'aujourd'hui et pas obligatoirement sous un mode purement humoristique. Il a fallu encore plus de temps pour que les éditeurs se disent qu'effectivement ça valait le coup de le faire. Et il a fallu aussi, et il le faut toujours, énormément de temps pour que beaucoup de lecteurs s'y habituent. Pour vous donner un exemple, l'un des commentaires qu'on avait eu sur Un homme est mort, sur un forum internet bande dessinée, je m'en souviens encore, c'était il y en a marre des BD militantes, la bande dessinée doit rester de la bande dessinée. Et alors, j'espère, ça c'était donc une réflexion d'un QI très élevé, mais c'est comme si on disait le cinéma doit rester le cinéma, comme si le cinéma devait uniquement faire rêver par exemple, et ne pas obligatoirement évoquer la réalité quotidienne. Et ça, c'est pour montrer un peu l'ostracisme dont a été victime longtemps la bande dessinée, dès qu'elle a voulu un peu s'attaquer à ce genre de sujet. Alors les premiers, je n'ai pas d'histoire précise de la bande dessinée en tête, mais la première bande dessinée qui a vraiment bien marché et qui a attaqué des problématiques politiques, c'est notamment Bilal et Christin, qui avaient fait 2 livres, Les Phalanges de l'Ordre Noir, qui s'intéressaient à un groupe d'anciens républicains espagnols et qui venaient taper d'anciens fascistes espagnols. Et il y avait également Parti de chasse qui là s'intéressait ça se passait en ex-Yougoslavie si mes souvenirs sont bons. Et voilà, c'était une espèce de réunion, un cabinet politique en crise, dans un pays en crise. Et ces livres-là avaient eu énormément de succès, mais étaient restés quand même un petit peu isolés dans leur genre. Il n'y a pas d'auteurs qui avaient continué dans cette voie-là. D'autres éditeurs non plus, malgré le succès, c'est un peu resté comme ça, comme un ovni qui avait marché certes, mais c'était Bilal et Christin qui étaient de très grands auteurs, et les auteurs ne sont pas engagés dans cette voie-là. Et j'ai envie de dire que je pense que c'était le début de la carrière de Bilal. Oui, il avait fait comme des livres avant, voilà. Mais bon, c'est vrai que ce sont ces livres-là qui l'ont fait connaître. Et en bande dessinée, je pense que, curieusement, s'attaquer aux faits politiques, donc on va dire aux faits collectifs, vient de l'intime, puisqu'il y a eu une énorme vague de fond autour des récits personnels, on va dire, des gens qui se racontent, de l'autobiographie, qui a investi la bande dessinée à partir du début des années 90 et qui a vraiment rencontré son public à partir de la fin des années 90. Alors c'est tous les auteurs de ce qu'on appelle la nouvelle vague BD aujourd'hui, Strandheim, Johann Sfar, qui sont les plus connus comme représentants, mais il y a Fabrice No également, qui avait écrit Journal, et de cette irruption de l'intime voilà, dans le champ de la bande dessinée, on s'est dit après tout, si on peut faire 300 pages et faire des succès critiques et commerciaux en parlant vraiment de son nombril, à partir de ce nombril-là, on doit pouvoir commencer à parler on va dire au grand public de choses collectives. Et des gens comme Étienne Davodo ont été parmi les premiers à aborder ça, c'est-à-dire à travers l'histoire de quelques trentenaires. C'était Quelques jours avec un menteur, le premier livre qui a vraiment connu un succès, le premier livre d'Étienne Davodo qui a vraiment connu un succès. Quelques jours avec un menteur évoquait l'histoire de trentenaires pas encore assez vieux pour renoncer à tout leur espoir et plus assez jeunes pour vraiment imaginer une autre vie que celle qu'ils vivaient, qui décident de se retrouver pendant quelques jours entre copains et faire un peu le point sur leur vie. Et parmi ces gens-là, il y en a un qui ment. Et en même temps, il se passe des attentats, dont on ne sait
des attentats qui ne font pas de victimes, puisque c'est des attentats à la peinture où des mairies se font exploser. C'est des bombes qui explosent et qui recouvrent les façades de peinture blanche. Et voilà, on ne sait pas qui est ce mystérieux terroriste et quel est le rapport entre ces trentenaires comme ça. Et à partir de ces succès-là, les auteurs ont commencé à investir vraiment à travers souvent le destin individuel de certaines personnes. Alors un de mémoire ne fait pas autre chose. On prend l'aventure qu'on estime extraordinairement intéressante au point de vue de la fiction, celle de René Vauthier au milieu des grèves de 1950 à Brest, pour mieux parler de la condition ouvrière de cette époque et donc forcément de celle d'aujourd'hui, puisqu'on la met en parallèle, de l'engagement artistique qu'a eu René Vauthier, mais donc on se pose la question de ce que peut apporter l'art à une lutte, et aujourd'hui de comment la manière dont on pratique l'art aujourd'hui peut s'investir également dans la lutte. Alors les livres à part Un homme est mort, il y a Le photographe d'Emmanuel Guibert par exemple, qui raconte l'itinéraire d'un journaliste photographe, comme son nom l'indique, en Afghanistan, non pas au début des années 2000, mais vraiment lorsque l'Afghanistan était en guerre avec l'Union soviétique. Et donc c'est une histoire vraie d'un photographe qui était parti avec une mission de Médecins sans frontières. Et voilà, à travers à nouveau un itinéraire individuel, on raconte l'histoire d'un pays ravagé et comment on arrive à faire de l'humanitaire dans ce pays-là et tout genre de choses. Et puis voilà, là on est encore dans des destins individuels qui vont avoir une valeur un peu plus collective. Et aujourd'hui, les auteurs n'hésitent plus à aller directement au collectif. Et là, c'est par exemple un auteur comme Philippe Squarzoni. Philippe Squarzoni, c'est un auteur qui est entièrement autodidacte. Il n'a aucune formation de dessinateur, encore moins de formation de dramaturge ou autre. C'est un militant d'attaque. Et il a appris tout seul à dessiner, à écrire. Et il a d'abord écrit 2 premiers volumes qui s'appellent Garduno en temps de paix et Zapata en temps de guerre, qui sont l'histoire d'un village mexicain au Chiapas, qui s'appelle Garduno en temps de paix et qui s'appelle Zapata en temps de guerre. Et qui, depuis la révolte du sous-commandant Marcos, ont essayé de se rebaptiser Zapata. Et donc il raconte là vraiment le quotidien de ces habitants-là, les effets de la mondialisation sur leur vie quotidienne, etc. Et Dole, il va encore plus loin, parce que Dole ausculte toute la politique gouvernementale depuis 2002, entre 2002 et 2005, ces gouvernements Raffarin, notamment toute la réforme des retraites, et c'est quasiment un manifeste politique. Alors c'est pas un tract avec quelques dizaines de lignes un peu réductrices, c'est 500 ou 600 pages, je ne sais plus combien il fait, c'est un truc énorme, un boulot énorme, où il ausculte toutes les décisions gouvernementales qui ont été prises, documents à l'appui, hein, il retranscrit les documents, les lois, les textes de loi, les machins, et toutes ces réflexions, il va interroger des sociologues, il va interroger des hommes politiques, il va interroger des militants, et il retransmet leurs paroles dans ce livre-là. Alors là, on commence, voilà, maintenant la bande dessinée investit tous les champs. Ça ne veut pas dire qu'il y a énormément de livres comme ça. Pour vous donner une idée, il y a peut-être 20 ou 30 livres, 40 cette année peut-être à cause des élections, où effectivement maintenant il y a énormément toute une flopée de livres sortis autour des élections, le plus connu étant celui de Pierre Péan et dessinateur de Charlie Hebdo sur Sarkozy. Donc là il y a eu une mode, mais bon, une mode qui va quand même s'estomper, qui est, on va dire, conjoncturelle due aux élections. Et une fois de plus, mon bouquin de Péan, je ne l'ai pas lu. C'est très bien qu'un grand journaliste qui quand même, bon, voilà, est un journaliste d'investigation qui a l'habitude de l'écrit, vienne investir le champ de la bande dessinée, parce que ça montre aussi que la bande dessinée, genre à part entière, enfin manière de s'exprimer à part entière, qui a sa propre grammaire, qui n'est donc pas un genre, qui a une grammaire littéraire. Voilà, des grands journalistes peuvent très bien faire de la bande dessinée d'investigation. Voilà, c'est pas, voilà, on peut très bien aller loin dans l'investigation. Mais en soi, c'est pas une vertu. Il ne faut pas qu'on se fasse bouffer par le fait que ces livres-là ont toujours un écho médiatique, parce que les journalistes ne savent pas parler de bande dessinée en général, et là ils ont un point d'accroche, c'est du documentaire, donc c'est ce qu'ils font en général, c'est leur champ de parler, voilà, c'est leur champ d'investigation, de parole. Donc Un homme est mort a connu un écho médiatique énorme, grâce à son sujet. Avant tout, peut-être que le livre était bien, mais le livre aurait pu être aussi bien et parler d'autre chose, on n'aurait pas eu le même écho. Donc il ne faut pas que le sujet se fasse vertu en soi. Ça ne veut pas dire que l'histoire ou le propos, l'intention des auteurs, elle a beau être salutaire, si la bande dessinée n'est pas à la hauteur, intéressante, bien racontée, bien dessinée, bien travaillée, voilà, là on casserait la branche qu'on est en train patiemment de faire pousser depuis quelques années. Alors, donc voilà, c'est aujourd'hui 20-30 livres par an sur une production de 3000 bandes dessinées par an, mais ça se développe lentement mais sûrement. Surtout les éditeurs, tous ces livres-là ont été des succès. Adaptés à leur format. Garduno en temps de paix, c'est quelques milliers d'exemplaires, mais c'est un petit éditeur qui
voilà, n'aurait jamais imaginé vendre ces plusieurs milliers d'exemplaires-là. Un homme est mort, on espérait 12 000 exemplaires avec l'éditeur, donc on est à 40 000. Le photographe, c'est même encore plus que ça. Donc ce sont des livres qui ont connu un écho et un succès commercial correct. Donc du coup, les éditeurs sont beaucoup plus à l'écoute de ce genre de projet. On pense même, nous, chez Futuropolis, lancer une collection purement documentaire d'investigation, avec des rendez-vous réguliers, 3 ou 4 fois par an, où sortirait 2 ou 3 livres, façon un peu envoyé spécial, comme une émission de télé, sauf que nous, c'est une sortie littéraire avec 2 ou 3 documents qu'on amène. Alors, est-ce que vous avez compris que j'allais avoir beaucoup de mal, parce qu'en fait, ils sont aussi bavards que... Ah oui, ça... On va essayer de gérer. Par contre, alors, donc, est-ce que ce champ-là est un champ dans lequel tu te spécialises ou pas? Alors, non, et puis en plus, on n'a pas parlé de la liberté de ton encore qu'on peut voir dans la bande dessinée. Le documentaire, de toute façon, c'est toujours les plus longs à faire. C'est les moins rentables au départ, dans le sens où un documentaire télévisé, en général, les journalistes ont un budget logistique avant, puisqu'ils savent que de toute façon, il y a un passage télé au bout, et un passage télé, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous, pas du tout. Pour Un homme est mort, pour vous donner l'exemple précis, j'ai eu 6 000 euros pour faire le livre. Donc quand ça s'étale sur 4 ans, évidemment, vous imaginez bien que c'est difficile de mettre beaucoup d'argent dans les frais d'essence, voilà. Donc ça pose déjà un problème. Si je veux faire un reportage en immersion au quotidien à Valenciennes ou autre, comment je fais? Donc j'ai pris le parti de travailler ce que je connaissais le mieux et ce qui était sur le pas de ma porte, ce qui avait permis de réduire les frais, donc de travailler des documentaires sur les gens que je connais qui vivent autour de moi. Ce qui n'empêche pas pour autant, qui c'est qui nous a sorti cette phrase hier, donc tout à l'heure, c'est l'universel, c'est le local, moins les murs. Bon, et c'est très à l'image de ce que j'ai envie de faire et ce que d'autres ont envie de faire. Voilà, on va parler d'événements brestois, finistériens, bretons, peu importe, à condition qu'on se sente qu'ils puissent avoir une résonance universelle, qu'ils puissent parler à tous les gens. Un homme est mort, il y a eu des luttes ouvrières partout, évidemment, dans le monde. Et voilà, cette histoire-là, elle est transposable dans n'importe quelle localité qui a connu un peu une histoire militante un peu forte. Donc j'aimerais bien pouvoir en faire un tous les 2 ans, en gros, à côté d'autres récits plus traditionnels. Et le prochain est consacré à une troupe ouvrière de théâtre, qui a été montée par des ouvrières et des jeunes apprentis qui racontent leur vie, enfin 30 ans de monde du travail, d'activité syndicale, et voilà. Donc assez proche d'un homme est mort. D'accord. Alors, déjà, avant de passer la parole à René, est-ce que déjà quelqu'un veut intervenir, aurait quelque chose une question à poser ou une remarque à faire ou autre? Non? Moi, je voudrais savoir quelle distance en nombre d'années, on va dire, vous prenez par rapport à un événement. Parce qu'un événement qui a 6 mois ou 2 ans, ça va, alors, vous mettez déjà 30 ans. J'ai un très bon exemple. Voilà. Parce que, faut pas se leurrer quand on nous dit ah, vous avez fait quand même une BD militante. Non. Faut être clair, le film Un homme est mort était une œuvre militante, c'était un tract, c'était un coup de poing, c'était pour agir tout de suite. Ça, c'est du militantisme. Un homme est mort est une bande dessinée sur la militance, une étude de la militance, ce qui n'empêche pas que par extension elle peut devenir militante parce qu'elle peut convaincre des gens de s'engager. On a reçu des messages, merci de m'avoir donné le goût de la lutte, enfin des choses comme ça. Évidemment on a ça quand même en tête. On sait qu'on a envie de s'adresser à un public qui a peut-être besoin d'une certaine mythologie, des choses pour s'appuyer, c'est-à-dire qu'on parle d'eux, pas obligatoirement parce que le train est en retard et que les grévistes nous ont fait chier pour aller au boulot, mais aussi qu'on montre ce qu'il y a derrière une lutte et l'intérêt que ça a sur le long terme. Voilà. Quelque part, voilà, des choses qui permettent de donner des racines aux gens, voilà, une vraie histoire dont ils puissent être fiers. Donc là, il y a un aspect militant, mais ça n'a pas un aspect action sur le moment même. Moi, j'aimerais bien trouver les facultés de travail pour effectivement pouvoir faire, comme a fait par exemple René, au sein d'un mouvement social qui démarre, X ou Y, tout d'un coup on vient en tant qu'auteur de bande dessinée, on en rend compte d'une certaine manière qu'on va pouvoir influer sur les événements. Il a fait le cinéma d'intervention sociale, on pourrait imaginer la bande dessinée d'intervention sociale. Alors la bande dessinée, le problème c'est que c'est très long à faire. Dès qu'on veut faire quelque chose de joli graphiquement par exemple, bon, un album de 62 pages, c'est 1 an et demi. En moyenne, c'est 1 page par semaine. Donc, il faut trouver d'autres manières de dessiner, d'autres manières de raconter. Alors, Johan Sfar est pas loin. Il vient de faire Greffier, par exemple. Greffier, c'est le procès de Charlie Hebdo, pour les fameuses caricatures anti-musulmanes, soi-disant, republiées par Charlie Hebdo. Il a suivi le procès au quotidien jour après jour. Il a dessiné tous les soirs et en même temps pendant le procès et tout ça. Et ils ont sorti le livre juste après le verdict du tribunal. Alors en même temps on peut dire oui, mais enfin il est... Ou Charlie Hebdo n'a pas été condamné. Ou n'a pas été condamné. On peut dire bon, il n'a pas influé sur les événements.
Non, mais par contre, il le rencontre juste après les événements, à travers quand même un livre qui est très épais, à travers plein de dessins. Il retranscrit, pas intégralement, mais il retranscrit l'essentiel des plaidoiries des uns et des autres. On a la parole de tous les témoins, etc., qu'il a retranscrit en dessinant de manière très rapide, très jetée. C'est absolument pas peaufiné, c'est pas le but. Le but, c'est d'amener de l'information en toute liberté, parce que là, on rejoint l'avantage de la bande dessinée, qui ne met en cause, on va dire, que le ou les auteurs, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes, et l'éditeur. Point barre. On n'est pas... Une fois de plus, on a encore l'image des gentils dans leur coin, des gentils enfants qui n'ont pas vraiment grandi, quoi. Donc personne ne s'intéresse trop à nous, s'imagine pas que la bande dessinée se vende très bien, beaucoup mieux que les romans, beaucoup mieux que beaucoup de documents parus sous format écrit traditionnel, et qu'une bande dessinée, on estime en moyenne, quand elle est achetée par une personne, elle est lue par 3 à 4 autres personnes. Donc une bande dessinée comme Un homme est mort, on peut espérer que 150 000 à 160 000 personnes l'aient lue, notamment grâce aux bibliothèques, qui sont une caisse de résonance énorme. Donc mine de rien, ça commence à faire du monde. Greffier marche très bien aussi, il doit être à plus de 20 000 exemplaires déjà, un mois et demi après sa sortie, et il retranscrit intégralement tous les textes de Charlie Hebdo, dès le début, les caricatures qui ont été publiées, enfin voilà. Donc c'est vraiment des éléments d'information. Un journal n'aurait pas la place pour publier 200 pages comme ça. Là on ouvre d'autres champs possibles, et pour l'instant du moins, en toute liberté, parce qu'une fois de plus, Delcourt, c'est un éditeur indépendant. Delcourt, il est tout seul, c'est Guy Delcourt. Gallimard, c'est Antoine Gallimard. On va dire que c'est une énorme boîte, mais c'est Antoine Gallimard. Les éditions Soleil, qui s'occupent de Futuropolis également, c'est Mourad Boudjelal. Voilà, point barre. Donc on est moins aux mains de grands groupes, mais on est menacé malgré tout, parce qu'une partie des éditeurs BD actuellement sont en train de tomber petit à petit sous la coupe de grands groupes également, qui font du jus de fruits et de la bande dessinée à côté sans aucun souci. Donc voilà, pour l'instant espace de liberté, mais à conserver. Et alors, quelqu'un d'autre peut-être, non? Non, on peut aussi parler de Josako qui lui aussi fait un travail de ce type et qui reste aussi plus ou moins dans l'actualité. Quand il y va. Alors c'est un des précurseurs également. Josako, c'est un journaliste américain, dessinateur de bande dessinée, scénariste de bande dessinée. Ses premiers faits d'armes, et ça fait plaisir à René, c'était sur la Palestine, où il avait passé plusieurs mois en immersion totale dans les territoires palestinien, donc il en a tiré deux livres, Palestine, une nation occupée et Palestine dans la bande de Gaza. Et ensuite, il est parti en ex-Yougoslavie, à la fin du conflit en fait, en réalité. Il en a tiré Goraj, qui est un livre extraordinaire. Si vous vraiment vous voulez lire un récit de guerre et saisir l'horreur de la guerre au quotidien, alors qu'au début ça paraît un dessin qui est réaliste, semi-réaliste, un peu comme Étienne Davodo, donc qui paraît un peu gentil comme ça au départ. Et c'est terrible à lire, c'est vraiment terrible. Si vous essayez de comprendre comment des civils, tout d'un coup, comme vous, qui pensent que la guerre, de toute façon, maintenant c'est fini en Europe, et qui petit à petit se retrouvent à basculer dans l'horreur. Une fois de plus, on a le long terme qui permet ça, qui permet petit à petit l'immersion du lecteur dedans, et puis ensuite, il est pris en otage par le dessinateur et il ne le lâche plus. C'est un livre extraordinaire. Et depuis, il en a fait plusieurs sur la Yougoslavie. Il a fait The Fixer, qui raconte l'histoire des types qui guidaient les journalistes, justement, les anciens combattants qui guidaient les journalistes dans les zones de guerre. Et il a fait un retour à Goraj dernièrement. Enfin voilà, c'est un des grands auteurs aussi qui ont beaucoup influencé Étienne. C'est un des précurseurs, qui était resté un peu lettre morte au début des années 90, et qui maintenant est reconnu. Alors est-ce qu'on peut te poser la question de la même façon? C'est-à-dire, est-ce que le cinéma, en fait, militant, est aujourd'hui encore d'actualité? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il a encore une place? Et quelles sont les périodes, en fait, dans ta carrière, en fait, où il y a eu plus de facilité, en quelque sorte, à faire ce genre de choses? Parlons d'aujourd'hui. Mais je reviendrai tout à l'heure sur ce que j'aimerais faire avec vous et avec Chris, mais devant vous. C'est voir dans quelle mesure des arts, des moyens d'expression auxquels on a mis des limites peuvent lutter contre ces limites et abattre les murs en se servant de l'appui d'autres moyens d'expression qui ont d'autres libertés, mais qui ont aussi d'autres limites. Voilà, et c'est ça, je crois, le but, pour moi, participer, alors que je suis cinéaste, à un salon sur la bande dessinée, sur le roman policier, c'est que je m'aperçois là de la nécessité de
tourner, non pas contourner les difficultés. J'avais un prof à l'Institut des hautes études cinématographiques qui était un critique de talent, qui s'appelait Georges Sadoul, et qui a dit, quand on lui demandait d'analyser les gens qui étaient passés par l'IDEC, il a fait des trucs très savants sur des tas de gens de ma promotion. C'était Alain René, c'était des gens qui avaient fait l'IDEC pratiquement en même temps que moi, comme pas mal d'autres. Comme Mengos qui faisait lui des petits films points aussi, mais qui travaillait strictement dans le domaine d'un parti. Bon, et puis pour Vautier, Sadoul dit de toute façon, il a une tête de breton et il s'en sert. C'est-à-dire qu'il fonce dans les murs la tête en avant, et quelquefois, c'est le mur qui tombe. Voilà. Mais c'est pas vrai, parce que le mur, on le reconstruit plus dur. Donc, ouais, on se retrouve avec une grosse bosse, et puis, ou avec plus du tout envie de rentrer dans le mur, c'est arrivé à pas mal de cinéastes, ou avec au contraire chercher les moyens de faire tomber complètement le mur. Et on peut le faire à condition d'avoir une action, de trouver le moyen de le faire et la détermination de le faire. À un moment donné, quand il s'est agi de faire sauter la censure politique sur le cinéma français, ça s'est terminé par une grève de la faim de 31 jours, et le 31e jour, c'est à l'hôpital de Quimper, que M. Beckham m'a prévenu, de la part du ministre qui était son copain à Paris, que oui, ça y est, il n'y aurait plus de censure politique sur le cinéma, et que je pouvais recommencer à manger. Bon, c'est là que j'ai failli crever, parce que j'ai piqué la nourriture qu'il y avait dans le couloir du truc, et j'ai mangé, puis alors occlusion intestinale et tout, mais ça c'était de ma faute, c'était plus que je ne pouvais plus jeter ça sur... Non, là, je crois qu'il faut trouver pour des gens qui ont envie de libérer l'expression, de sauvegarder la liberté d'expression, des moyens de travailler ensemble. Et c'est pour ça que moi, les gens qui m'ont fait comprendre ça, c'est Chris et Étienne, parce que c'était pas du tout mon rayon, la bande dessinée, c'est vrai. Et puis, ils m'ont montré qu'à partir de cette histoire-là, je me disais que je suis con d'avoir fait disparaître ces bons de films, parce que c'était... bon. Mais en même temps, aussi, l'éditeur, à la demande de Chris, l'éditeur m'a donné l'autorisation d'utiliser dans un film les images pour faire un film pour lutter contre la censure. Maintenant, pour expliquer les problèmes, pour les expliquer à partir de leurs images filmées, donc dans un montage différent. On est dans un système interactif, quoi. Exactement, mais je crois que c'est ça qui est important, c'est de trouver dans le système, parce qu'il ne faut pas quand même se fermer les yeux là. On va vers une période qui sera encore plus difficile sur le plan de la liberté d'expression dans les 5 années à venir. Bon, faut s'y faire. Ça veut dire trouver aussi... C'est un peu pessimiste. Oui, d'accord. Oui, après avoir appelé un candidat le petit bonhomme pendant toute une campagne électorale, je peux difficilement dire maintenant qu'il a gagné, on va avoir plein d'emmerdes. Donc oui, c'est sûr qu'on va avoir des difficultés, peut-être aussi qu'il y a des choses qui nous permettront d'avancer justement parce qu'on verra plus clairement les difficultés. Bon, mais ça, là c'est mon côté optimiste. Mais je ne suis pas optimiste pour moi. J'ai fêté mes 80 ans, ça va, j'ai fait mon boulot. Mais maintenant, je voudrais essayer justement de préciser des choses pour les gens qui viennent derrière, que ce soit des gens de bande dessinée ou des gens de cinéma, il y a des choses qu'on peut faire quand même ensemble et qui faciliteront peut-être l'évolution dans des films interdits.
il y a des photos de films. Est-ce qu'on peut, sur le plan rapidité d'exécution, faire des choses qui seront à la fois utilisation de photos et puis utilisation de choses pour tous les endroits où les photos ont disparu? Il n'y a pas, on n'a pas filmé, on n'a pas photographié. On peut faire des dessins à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des moyens de faire, ou est-ce que la bande dessinée est un art tellement pur, et je ne crois pas aux arts purs. Les arts, c'est fait pour marquer, pour parler, pour partager ce qu'on pense. Mais je crois qu'il y a maintenant la nécessité de rechercher des choses là. Et puis je reviens toujours, c'est pas de la brosse à reluire. Je dis qu'à partir de ça, à travers comment j'ai lu, moi, la bande dessinée de Chris et d'Avello, je dis qu'il y a des moyens de lutte qui s'ouvrent maintenant entre cinéastes et créateurs de bande dessinée, à condition qu'on ne se referme pas sur l'idée « ah oui, mais c'est des arts différents, donc ils ne peuvent pas s'entraider ». Et là, il y a des choses des perspectives nouvelles qui, pour moi, naissent à partir de ce bouquin-là. Et je ne dis pas que je claquerai rassuré sur l'avenir de la liberté d'expression, mais je crois qu'il y a des chemins qui sont en train de se tracer aujourd'hui, parce que c'est une obligation que ces chemins-là se tracent. Et le rapport entre le cinéma et les... Oui, bon, je voudrais simplement montrer quand même les problèmes différents qui se posent. On parle de ce gars qui parle de la Palestine. Quand on fait du cinéma, on fait d'abord du cinéma, je parle pour moi, on fait d'abord du cinéma en allant voir ce qui se passe dans la réalité. On tourne des films pendant la guerre d'Algérie, il n'y avait que les images qui désignaient notre ennemi algérien qui voulait son indépendance, et puis il fallait, toutes les images dénoncer tout ça. J'ai été voir pourquoi l'ennemi algérien apparaissait comme un ennemi, quoi. Et puis c'est vrai, j'ai été tourné c'est pas facile, c'est-à-dire qu'en tournant aux côtés des Algériens, j'ai fait un film, ils l'ont utilisé, ils m'ont foutu en tôle pour ne pas dire que ce film avait été fait par un Français. Bon, c'était leur affaire, c'est qu'ils l'ont utilisé d'une manière absolument internationale. À partir de ça, après, bon, ils m'ont dit, ah oui, mais quand même, c'est toi qui as fait ça, écoute, il faut que tu formes des cinéastes algériens. J'ai dit, oui, c'est ça, je ne vais pas parler à votre place, je veux former des cinéastes. J'ai formé des cinéastes algériens, mais en même temps, j'ai aussi essayé de donner la parole aux gens qui avaient vécu la guerre d'Algérie. Ça a donné, je dis ça pour montrer que c'est pas, on parle tout à l'heure, on parlait de l'imitation, que la BD c'est pas fait pour, ou le cinéma c'est pas fait pour, c'était pas, je voulais dire que c'était d'autres qui pensaient ça, Chris. Mais bon, et c'est vrai que il y a des tas de gens qui pensaient ça. Mais il fallait, pour moi, est-ce qu'il fallait rester limité dans le petit travail et puis après balancer la pellicule? Quand on avait fait un court-métrage sur une grève, on a, bon, ben ça va, non, parce que tous les éléments qu'on tourne comme ça restent quelque part, et c'est en les mettant bout à bout qu'on peut s'apercevoir maintenant, dans un film, à quel point on a réussi à foutre en l'air toutes les conquêtes progressives du monde ouvrier. Bon, mais c'est en se servant de 15, de 20 exemples de grèves, de luttes, bon, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui vient de passer sur l'Irlande, là maintenant, où on a dit, à un moment donné, la grève de la faim des Irlandais, que Mme Thatcher a laissé mourir. Bon, eh bien, c'est à partir de ces morts-là qu'on a pu faire avancer les choses sur le plan de l'existence des Irlandais. Voilà. Donc, mais il faut que tout ça, ça puisse s'accumuler. Il faut donc trouver des endroits où garder ça. Donc, déjà pour nous, sur le plan cinéma, consolidation d'un endroit où la pellicule qui entre
ne reste pas à l'intérieur de cette espèce de pyramide, diraient les Égyptiens, on entre dedans quand on est mort, et puis paf. La Cinémathèque de Bretagne, par rapport à la Cinémathèque française, a montré que quand les films entraient à la Cinémathèque, c'était pour ressortir et pouvoir être mis à la disposition du public. C'était un truc énorme sur le plan de la liberté d'expression. Mais c'est la liberté d'expression de choses qui se... Là, quand on a tourné, à partir de la guerre d'Algérie, quand j'ai été interviewer les gens, j'ai mis 10 ans pour faire... en Bretagne, à partir de la Bretagne, à partir d'une boîte qu'on avait créée qui s'appelait l'unité de production Cinéma Bretagne, et dont le siège de départ était appelé Orlan-Verne, au point qu'il y a quelques problèmes, parce que quand on a eu besoin de déposer l'argent d'un scénario qu'on venait de vendre, on avait vendu un scénario à des Argentins. Et des Argentins argentés qui nous ont payé en dollars. Quand on a voulu déposer ça à la petite banque de Orlan-Verne, on nous a dit non, elle est à Quimper, on veut l'échanger à bord, parce qu'ici on ne peut pas vérifier si c'est vraiment... Bon, il y a des petits trucs de ce genre, mais on a fait un film qui s'est appelé « Avoir 20 ans dans les Aurès ». Bon, qui devenait... Il y a des tas de gens qui ont demandé qu'on coupe des tas de choses dedans. On a refusé de couper. Et le film a été primé au Festival de Cannes. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le film devenait intouchable, et tellement intouchable qu'il a touché, je ne sais pas, avec la diffusion militante, avec les trucs, mais la diffusion commerciale aussi, il a touché 1 million de spectateurs en France, qui est, pour nous, c'était complètement aberrant, complètement ahurissant. Et on a pu continuer à faire d'autres films après. Mais cette histoire était basée aussi sur le fait que dans le film où je donnais la parole aux soldats, aux piou-piou, on leur a collé un uniforme, on leur avait foutu une arme dans les mains, et on leur avait dit bon, ben, vous partez en Algérie. Et puis il fallait aussi introduire dedans le point de vue des autres. Et c'est ce que j'avais tourné pendant la guerre d'Algérie, qui était effectivement à côté des témoignages qu'on avait mis en scène. Bon, mais c'est cette liaison aussi entre la chose qui peut peut-être se retrouver sur le plan des rapports entre le cinéma et la bande dessinée. Là, il sauve l'idée d'un film, le souvenir d'un film, il le sauve par une bande dessinée. Est-ce qu'on ne peut pas aussi appuyer la création de bandes dessinées en mettant à la disposition des gens qui font les bandes dessinées les moyens cinématographiques, des gars qui vont tourner aussi, on trouve à l'heure actuelle des choses que l'on peut tourner sur... là, il y a eu un exemple récent, c'est des refusniks. Des refusniks israéliens, des gars qui disent « nous on veut bien défendre notre pays, mais on ne veut pas aller attaquer les gens dans la bande de Gaza ou au Liban ou ailleurs ». Alors, est-ce qu'il y a un film qu'on peut utiliser pour... Et ils ont fait venir avoir 20 ans dans les Aurès. Et il se trouve que j'ai été présenter le film là-bas, à Jérusalem, à Tel Aviv, à Maalot, et puis des réactions, c'est vrai. Il y a des gens qui ont applaudi, il y a d'autres qui ont dit « mais comment ça se fait que dans votre film, là, au début, le gars qui refuse de tirer et qui s'enfuit avec un détenu algérien, pourquoi vous avez pris un juif pour le jouer ?» Je ne savais pas qu'il était juif. C'était mon assistant, qui était à l'époque petit acteur de théâtre et petit acteur petit réalisateur de théâtre aussi, Alexandre Arcadi, qui m'a demandé de jouer ce truc. Et puis il l'a très bien joué, mais je ne savais pas qu'il était juif. Bon, mais ensuite, là, ça devient un argument supplémentaire, parce que
qu'on dit, ah oui, mais il a collé un juif dans le rôle du truc. C'est pour pouvoir arriver à nous montrer un film en Israël pour donner des directives, des trucs. Bon, et j'assume la chose complètement. Ça veut dire simplement que quand on fait un petit truc pour une utilisation historique, c'était dire, bon, ça a été comme ça la guerre, voilà comment on a amené les gens à la faire, ça veut dire qu'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui peut servir la paix. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'utiliser pour des films qui sont quelquefois disparus, qui sont mutilés, utiliser les images de ces films pour raconter l'histoire de ces films en bande dessinée, c'est un chemin de lutte qui permet de montrer aussi les limites de l'expression, de la liberté d'expression cinématographique, mais qui peut faire reculer ces limites dans la mesure où on dit « Ah, vous nous coupez ça, on va le mettre dans tel truc qui sort à côté. » Et à côté, quand la bande dessinée, quand une bande dessinée a aussi des problèmes, parce que la bande dessinée peut aussi avoir des problèmes. Je termine. Mais je termine en refilant le truc à Chris et au public. C'est que ils ont fait maintenant, on a fait un petit film, pas moi. Il y a un petit film qui s'est fait sur la bande dessinée et qui est passé sur France 3, je crois, sur un truc avec Gauthier, puis un autre sans Gauthier, mais sur la bande dessinée. Et il ne savait pas que ce serait sans Gauthier, Christian, on a participé. Bon, mais ça veut dire aussi que dedans, ils expliquent comment ils ont fait, il y a 3 versions d'une page. Et bon, le problème, c'est qu'il faut, pour comprendre ça, il faut que vous lisiez d'abord. Et maintenant, achetez-le. Et puis, il y a 3 versions, dont une version où il est dit, où il montrait, et c'est la version qu'ils m'ont expédiée au départ, ils m'ont dit, tiens, tu vois, c'est le lieutenant qui commande le feu. C'est manifestation ouvrière. On envoie les gendarmes en face, les gendarmes ou les CRS, ou les représentants de l'ordre en uniforme, et il y a un gars qui se fait tuer, et 17 blessés, bon, dans les milieux ouvriers. Et puis, ensuite, ils me disent, ah ben non, on ne pouvait pas mettre l'endroit, le lieutenant qui commande le feu, parce qu'il faudrait pour ça qu'on ait accès aux bases, c'est-à-dire aux rapports de l'époque. Or, on n'a pas le droit de parler du contenu de ces rapports avant 60 ans. 60 ans après l'événement. Et ça, des tas de gens ne le savaient pas. Or, moi, je sais que quand j'ai enregistré le texte du truc, j'ai discuté avec des gens qui avaient été là, évidemment, pendant la manifestation. Je suis arrivé le lendemain et qui m'ont tous dit, ouais, le lieutenant a tiré, a ordonné à ces gars de tirer, ils ont tiré. Or, là on dit, oui, mais peut-être que c'est des gars qui se sont affolés un petit peu, ils avaient des balles dans les trucs. D'abord, pourquoi ils avaient des balles? C'est pas... Non, mais quand je pose la question, ça veut dire que dans toutes les manifestations, on n'envoie pas, on ne fait pas armer les gens avec des balles réelles dès le départ. Bon, ça a changé, mais à l'époque, ça s'était fait comme ça, quoi. Et puis, la limite de la bande dessinée, c'est que pour ne pas... parce qu'il n'était pas sûr des événements, parce que c'est seulement dans 3 ans, la période de 60 ans. Bon, ben, moi maintenant, ce que je vais faire, c'est enregistrer les gars qui disent, oui, on avait ça. On garde les trucs, et dans 3 ans, on ressortira en film ce qu'on aura le droit de faire à l'époque, c'est-à-dire l'histoire de la mutilation de la BD, qui n'est pas une utilisation complète, parce qu'ils ont trouvé les solutions, des trucs, mais il n'empêche qu'on va, à partir de leur BD, à partir de cette interdiction qui a été faite d'utiliser ça, on va essayer de changer la loi, qu'il y ait un droit de réponse ouvrier au rapport de police, aussi un droit de réponse immédiate, un droit de mémoire, pour sauvegarder la mémoire. Bon, et tout ça, ça ne peut venir
que d'actions à mener en commun avec les possibilités qu'on a d'un côté et les possibilités qui existent de l'autre. Et c'est, voilà. Ça y est. Tout à fait fini, parce que ce que je voulais dire à la fin, c'est que ça peut venir des gars qui font des bandes dessinées, ça peut venir des gens qui font du cinéma, et ça peut venir surtout du public qui réclamera. Et là, merci à vous pour vos actions futures. Je ne serai plus là pour contrôler, mais il y a peut-être un point je dirais attention à vous. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, je trouve que c'est un merveilleux ricochet, justement, parce qu'en plus, c'est, comme on dit maintenant, transgénérationnel, et que ça a permis aussi dans les familles, moi j'ai un petit peu de famille à Brest, de repartir sur cette discussion. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que vous avez vu quand vous y étiez, vous? Et certains n'ont pratiquement rien vu de ça. Ils ont lu la bande dessinée, ils ne connaissaient pas votre film, et ils sont étonnés de lire ça. Alors, il y a des Brestois qui sont étonnés de lire ça. Justement, donc la crise... toi qui vis à Brest, etc., quelle réaction tu as, non pas au travers donc de l'édition, mais justement au travers du public brestois que tu rencontres? Ouais, on pourrait... il y a plein de choses... Est-ce que ça a amené des débats? Oui, oui. Oui, ça. Mon Dieu, le brestois est bavard quand il veut. Il y a eu plein de choses, c'est vrai que bon, pendant longtemps, et quasiment jusqu'à ce que le livre sorte, il y avait un côté, qui ça m'a intéressé, à part Classe Pékin de la région Jaurès, donc quelque part il y avait un peu de condescendance, pas méchante du tout, mais le côté, passe 4 ans là-dessus, quand même presque limite, c'était un sacerdoce, et tout ça pour rien, quelque part, enfin, bon, après il y avait le côté, ah c'est bien pour les Brestois quand même, et puis tout d'un coup, le Brestois, il a vu que, on en parle sur RTL, c'est même pas RTL, Radio Brest, non, c'est RTL, quoi. Et puis après, c'était France Info, puis c'était la télé. Alors là, tout d'un coup, il y a eu énormément de fierté. Comme, voilà, ça c'est le cas, bon, je pense qu'on a n'importe quelle région de France, quand tout d'un coup, on parle de nous, on dresse un peu plus l'oreille, mais le Brestois encore plus que les autres, je pense. Et donc là, il y a eu une vraie... c'était un peu le livre cadeau à Noël, enfin clairement on l'a bien vu, il se l'offrait, il y a même certains qui, le fils qui l'offrait au père et le père qui l'offrait au fils. Alors ça j'ai eu plein de retours comme ça, on m'a raconté ce même genre d'anecdotes un peu rigolotes comme ça. Et alors après, pour parler un peu plus sérieusement, effectivement j'ai été surpris moi à quel point les gens de Brest ne connaissaient pas ça. Moi je connaissais ces événements, pas le film de René, avant de tomber cette histoire, mais ces événements-là j'avais baigné quand même un peu dans leurs souvenirs à travers... on va dire ma famille qui avait vécu ces événements-là à l'intérieur. Donc j'avais l'impression que c'était quand même très connu. Ce qui m'ennuyait, c'est que c'était pas inscrit dans le paysage architectural brestois. Il y avait une petite placette Édouard Mazet, qui est la place la plus sombre de Brest. Elle est symboliquement en face de la maison du peuple, mais malgré tout, il aurait mieux valu effectivement rebaptiser au moins la rue où Édouard a été tué, rue Édouard Mazet, comme l'avaient fait les ouvriers à l'époque. Ça n'a jamais été le cas. Non, vraiment, chez les jeunes générations, il y en a plein de gens qui m'ont écrit, je ne connaissais pas du tout ces événements-là. Alors par contre, ça fait ressurgir énormément de choses chez les gens qui, eux, l'avaient connu ou vivaient à Brest à ce moment-là, ou avaient eu un père qui... alors là, effectivement, il y avait beaucoup d'émotions. Après, il y avait une chose qu'on aurait voulu aussi. Là, j'ai entendu des fois... bon, c'est quand même un peu partisan comme vision. Oui, évidemment, parce qu'on a fait toujours le parti pris, on est au basque de René, on est avec René pendant toute cette histoire, donc on a la vision de René, et la vision de militants syndicaux qui ont vécu ces événements, notamment douloureusement, comme Pierre Cosien, qui a été blessé puis amputé d'une jambe à cause d'une balle reçue ce jour-là. Donc c'est aussi leur vision qui ont nourri l'écriture. Mais voilà, on ne voulait pas non plus tromper le lecteur en passant d'un bord à un autre. Mais cette même histoire-là, on aurait pu la raconter complètement différemment. Pendant un moment, j'avais envisagé de la raconter à travers le regard de deux personnes du même âge, un jeune militant, donc Pierre Cosien en l'occurrence, qui allait se faire blesser grièvement, et un jeune flic, qui n'est pas très éloigné de Pierre Cosien, au même âge, si ce n'est qu'il est flic ce jour-là et qu'il va devoir tirer. Mais pourquoi j'ai pas pu faire ça? Parce que il est impossible de retrouver un témoignage de l'autre côté de la barrière. Quand on nous dit vous avez des témoignages que d'un côté, c'est simple, c'est que les témoignages de la partie policière sont effectivement interdits jusqu'en 2010. On va y revenir parce qu'on a finalement pu y avoir accès, mais le livre était quand même déjà
13 ans en cours d'écriture, voire quasiment terminé. Donc les archives policières sont protégées jusqu'en 2010. Les témoignages directs n'existent pas dans la presse de l'époque ou autre, toujours du point de vue policier ou du point de vue administratif, dirigeants politiques ou autres. Et ensuite, on n'est pas les premiers quand même à dénoncer le fait, parce qu'officiellement, ce n'est pas la police qui a tiré. Hein. La thèse officielle, ce n'est toujours pas la police qui a tiré sur les manifestants, ce sont des balles perdues venues d'on ne sait où. Alors, on reste dans le flou, voire une balle perdue, qui a quand même foutu un mec au tapis, mais la thèse officielle, c'est toujours celle-là. Et j'ai reçu d'ailleurs des lettres, notamment une très longue, où une personne anonyme, évidemment, on a eu beau demander, mais venez nous voir pour nous donner les preuves de ce que vous avancez, parce que c'est très intéressant, il n'est jamais venu. Nous a parlé en long et en large des policiers qui avaient été tués également ce jour-là, que le pouvoir a dissimulé. Il y a même des noms, le gendarme Gourvès de Plougastel d'Aoulas. Venez nous donner les preuves de ça, parce que ce serait une découverte extraordinaire. Et pourquoi les pouvoirs publics à l'époque ne se seraient pas servis de la mort éventuelle d'un ou deux policiers, parce que ça changeait tout. Hein. Un mort partout, c'est pas la même chose qu'un mort à zéro. Hein. Et tout ça, en fait, c'est simple, cette rumeur-là, parce qu'on l'a démontée, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de travailler sur la rumeur. J'ai cherché un peu, parce qu'il y a plein d'autres rumeurs autour de ça. La rumeur de gendarmes tués lors des événements vient d'une chose principale, c'est un gendarme qui s'était réfugié chez l'habitant ce jour-là pour échapper à la colère des manifestants, il avait perdu son uniforme, son fusil, et en plus il avait les jetons de ressortir, il est resté pendant 24 heures planqué dans cette maison-là avant de rejoindre sa caserne seulement le mercredi. Ça s'est passé le lundi fin d'après-midi, il a rejoint le mercredi matin de sa caserne, il a donc été porté disparu et manquant pendant plus de 24 heures. Et après ça suffit, c'est lancé, un flic qui n'est pas rentré, il doit être tué, des gens gratuits. Et 60 ans après, il y a des types qui vont nous ressortir la même version gravée dans le marbre. La rumeur, le flou, tout ça entretient bien ça. Mais alors, quand on écrit un livre et qu'on dit nommément, comme Franche Tanguy, un auteur militant CGT, a écrit l'histoire de la CGT, où il revient en long et en large sur ces tables-là, avec le regard militant, forcément partisan, très partisan, où il décrit précisément, et il cite des noms et des responsables et tout ça, personne ne réagit. Il n'y a pas de procès, diffamation ou autre. Nous, on s'est dit, bon, allez là quand même, on y va, on a fini par publier comme certaines choses, malgré tout. On a pu avoir accès à ces documents interdits jusqu'en 2010, je ne dirais pas comment, puisque... Voilà. On y a trouvé effectivement des choses édifiantes, c'est-à-dire le fait que le 17 avril 1950, 2 heures après les faits, on sait tout. On a les témoignages des policiers qui décrivent, qui disent, eux qui ont tiré, sur l'ordre de qui, pourquoi ils ont tiré, etc. et tout ça. C'est extrêmement éclairant. Sans dire, on a aussi découvert que cette manifestation-là, qui était soi-disant interdite, et ce qui a donc permis la répression policière, était en réalité non interdite, et les documents qui l'interdisaient ont été antidatés pour qu'ils soient légaux. On n'a pas dit qu'on avait ces documents-là, on ne les met pas en légende, n'empêche qu'ils sont publiés. Voilà, ils sont dans le dossier. Or, donc on s'est dit, alors on va avoir des réactions quand même à un moment ou à un autre. Rien du tout. La grande muette, pour le coup. Et comme disait Pierre Cosien encore l'autre jour en rencontre, il dit, mais merde, ces gens-là, ils lisent pas le journal. Il n'y a que à Brest qui ne savent pas qu'on a fait un homme est mort et qu'on en met plein la gueule à Chupin, à telle ou telle personnalité, et qui sont toujours à Brest, qu'on est descendants à Brest, qui sont des familles relativement puissantes. Rien. Qui ne dit mot consent, mais il n'empêche que quand on ne s'exprime pas, voilà. Et voilà, donc ça, à la fois il y a des réactions, donc beaucoup d'empathie, évidemment, pour tous les gens qui ont été touchés de près par ces événements-là, familialement ou individuellement, mais en même temps, il y a l'absence de réaction aussi d'un autre côté, alors j'aurais voulu plus de débat. Aller discuter lors d'une rencontre au sein de la CGT, c'est très chaleureux, c'est très amical, mais quelque part, on n'est plus. De toute façon, on ne prend pas beaucoup de risques, et ça ne fait pas beaucoup avancer le débat, si ce n'est celui de l'information. Mais un vrai débat, moi j'aurais rêvé de faire rencontrer René, Pierre Cosien avec des gendarmes de cette époque-là. Pour l'instant, du moins, ça n'a pas été possible. Alors qu'on avait moyen d'avoir un regard apaisé. Je n'ai pas du tout fait ça pour rejeter de l'huile sur le feu. C'était plutôt pour avoir un regard sain et pouvoir se dire, c'est pas parce que la justice dit blanc à un moment donné qu'elle est infaillible. Au contraire, je respecte beaucoup trop la justice, la police et tout ça, pour ne pas dire que quand on pense que quelque chose s'est mal passé, qu'il faut absolument le mettre sur la place publique, et non pas le planquer, voilà. C'est aussi l'affaire de Clichy-sous-Bois. Qu'est-ce qui a déclenché les émeutes dans les banlieues? C'est pas le fait que 2 gamins soient morts lors d'une poursuite de la police.
Ça aurait pu faire du dégât, mais c'était surtout le fait qu'on nie qu'il y avait course-poursuite. Voilà. Et quand on dit, quand même, si ça fait début cette affaire-là, et quand vous lisez les témoignages directs des policiers recueillis quelques heures après les faits, c'est incroyable. Il y a quand même une personne, qui veut dire son nom, alors on s'en fout de toute façon qu'il nous fasse un procès un jour, si jamais ça se vient à ses oreilles, on a tout ce qu'il faut contre lui. La personne qui a donné l'ordre de tirer le feu, c'est un commissaire qui s'appelle Legault. Ce commissaire-là n'a jamais été cité nulle part, dans aucune source de la presse, de livres publiés qui évoquaient plus ou moins précisément cette affaire-là. Jamais on a retrouvé son nom-là. À chaque fois, le nom qui revenait principalement, c'était le capitaine Carrois, qui commandait effectivement la brigade de Châteaulin. C'est pas lui qui a donné l'ordre. Lui, il a transmis l'ordre de réquisition verbale d'ouvrir le feu, effectué par le commissaire Legault, qui soi-disant a dit tirer en l'air, tirer mais tirer en l'air. Bon, ils ont tous été blessés aux jambes, hein, les manifestants. Donc, soit ils étaient très mauvais tireurs, soit plus sûrement ils ont dit tirer. C'est l'effet de parabole. La CGT avait donné l'ordre au gars de faire les pieds au mur. Voilà. Quant à Édouard Mazet, qui lui a été tué d'une balle en pleine tête, c'est plus sûrement parce qu'il était soit couché, soit tombé, plutôt qu'une balle venue du haut vers lui. Mais tout ça pour dire, donc dès le 17 avril 1950, le capitaine Carrois s'explique sur le... Bon, il y a aussi des simples flics, hein, voilà, ils ont tiré, voilà. Carrois, lui, essaie de dédouaner ses hommes en disant, si jamais on n'avait pas donné l'ordre d'ouvrir le feu que les hommes réclamaient, on aurait eu plusieurs tués, machin, et tout ça. Bon, ça, là, il est dans son rôle, hein, il sait que là, il sait pas encore, on est le jour même, il sait qu'ils ont quand même merdé, il y a un mort, il faut sauver des fesses, mais il a quand même l'attitude de sauver l'ensemble de son groupement. Par contre, il dit à un moment, voilà, je me suis adressé au commissaire Legault, je lui demande qu'est-ce qu'on fait, machin et tout ça. Bon, il dit, puis à un moment, il dit, bon, tirez, voilà. Et au moment où les gens, voilà, les gens s'écroulent, ils se rendent compte que ça a été trop loin, Legault dit texto, il cite un Carrois, il dit, bon, moi, il faut que je me tire, je suis connu. Et donc, Carrois le raccompagne jusqu'à la sortie de la rue Carabécam, une centaine de mètres plus haut, puis revient finalement à son groupement. Ce qui le fait, lui, entrer dans l'histoire parce qu'il est resté, et Legault le fait sortir de l'histoire. Et il conclut comme ça son témoignage Carrois en disant « Nonobstant l'attitude du commissaire Legault qui a effectivement donné la réquisition verbale d'ouvrir le feu, j'affirme que les hommes ont tiré en état de légitime défense, gna 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 gna. » Alors là, c'est machiavélique parce qu'il le met bien, nonobstant l'attitude, voilà, il ne le dit pas vraiment, mais en même temps, voilà, les gars, tapez pas trop sur moi. Et on a découvert la déposition du commissaire Legault, recueillie, elle, 1 an après les faits. Alors là, qui est un modèle alors là, de mensonge éhonté, où il dit lui-même, il a été donné l'ordre d'ouvrir le feu, il a été donné, sans dire qu'il est le plus haut responsable présent, on ne sait pas qui est il, mais il a été donné l'ordre de tirer le feu. Point. Un homme s'est écroulé. Point. Vous voyez, il n'y a pas de lien. C'est pas suite à ça, un homme s'est écroulé, c'est un homme s'est écroulé, à la limite, il y a une pierre qui est passée, il est mort. Et... Bon, voilà. Et qui est ce commissaire Legault? Le commissaire Legault, c'était un fonctionnaire de police qui était en place au Havre et qui, à la Libération, a bien failli passer au poteau pour ses liens avec la police allemande. Et donc, on l'a allé se faire enterrer un peu à Brest pour se faire oublier. Voilà. Donc, quand des ouvriers, fils de résistants, déportés, hein, parce que Édouard Mazet, son père et son frère ont été déportés. Et heureusement, ils sont arrêtés à Morlaix, suite au bombardement de Belgique, mais c'est quand même fils de résistants, se font tuer. Qu'eux, ils ont 4 ans pour pouvoir découvrir la vérité sur les faits. Après, il y a prescription, puisque c'était le cas. Il y a eu comme procès, hein, avec un lieu de rendu. Le juge d'instruction a conclu en octobre suivant qu'il n'y avait aucune pièce permettant d'accréditer le fait que la police avait tiré sur les manifestants. Alors que toutes les pièces sont recueillies depuis le 17 avril 1950, mais qu'on n'a pas le droit d'y avoir accès jusqu'en 2010. Là, oui, il y a une loi à changer. Si je vous disais comment on a pu avoir accès aux pièces, pour certains témoignages, on rend compte des réseaux qui peuvent se mettre en place, de solidarité, de machin, pour permettre d'avoir accès à l'information. Et c'est très intéressant, mais quelque part, on ne devrait pas avoir accès à devoir passer par ce genre de choses pour obtenir ce qu'on a envie. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va peut-être conclure sur cela, sachant que si vous voulez poursuivre, bah, ils sont là, hein, vous pouvez toujours continuer à discuter. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez aussi vous procurer le bouquin donc à côté, le payer. Quand même, hein, il faut qu'on puisse vivre. Et puis à partir de là, donc le faire dédicacer, donc réciproquement. Sachant qu'à côté, si vous voulez aussi faire une pause café, c'est le bar. Voilà. Il y a aussi une exposition ici, qui est une exposition d'Erwan Le Saec, qui est, je crois, parmi nous. Pour les bouquins, si certains veulent jeter un œil à ces livres-là, ils sont tous disponibles. J'ai fait exprès de prendre des livres qu'on peut vous procurer aujourd'hui en commerce. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quand même un petit brin d'émotion qu'a eu Chris quand il a vu
l'image de son grand-père. À raconter comment Raconter ça un s'est passé. Ouais, vite fait, parce que c'est assez rapide pour quand même C'est expliquer énorme, quand même, ça. cette histoire-là. C'est incroyable. C'est incroyable, Voilà. c'est merveilleux. 2 minutes. Oui, 2 minutes. Ouais, 2 minutes, de toute façon, ça Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il restait un rush de 2 minutes. Ah oui, Oui, C'est ça qui est incroyable. C'est vrai, C'est ça qui est incroyable. Oui, c'est ça qui est même moins incroyable. que ça. En fait, voilà. Plus, oui. Cette histoire-là, je m'y suis intéressé parce que mon grand-père était militant CGT et qu'il a compté pour d'autres raisons dans le fait que j'écrive des livres aujourd'hui, qui m'avait emmené voir une pièce de théâtre à 10 ans sur les événements de Brest en 1950 qui m'avaient marqué. Et donc quand je suis tombé sur cette histoire du film de René, j'étais préparé déjà à avoir envie de raconter cette histoire-là. Et je m'étais dit, c'est un bel hommage, quelque part très personnel, que personne ne verra, mais bon, moi, à l'intérieur, je saurais que je l'ai aussi fait un petit peu pour ce grand-père qui a été important. Et 3 mois avant de finir le livre, c'était en février dernier, on a fini en mai-juin, dans ces eaux-là, on a donc retrouvé une trentaine de secondes tournées par René lors du tournage d'Un homme est mort, mais non utilisées dans le film de l'époque, qui avait été du coup donné puis inséré dans le film d'un autre réalisateur qui s'appelle Robert Mendoz, dans un film qui s'appelle Vive les Dockers, tourné la même année. Et sur ces 30 secondes d'images tournées à Brest, on reconnaît très bien une des rues de Brest, on reconnaît la rue Kirabeka, même le panneau Édouard Mazet qui a mis les ouvriers. On a une manifestation à dépôt de gerbes à l'endroit où Édouard Mazet a été tué, et le type qu'on voit le mieux à l'image et qui est le seul qui regarde la caméra droit dans les yeux, c'est mon grand-père. Voilà, donc c'était une espèce de boucle bouclée comme ça, quand l'éditeur a su ça, il a dit c'est pas possible, t'es l'élu pour raconter ce livre. Mais tel point que ça paraissait tellement énorme que on s'est dit, bon là, je sais pas, c'est pas possible, c'est un sosie ou un truc comme ça, on l'a montré finalement à des gens qui connaissaient, dont ma grand-mère, qui connaissait quand même pas trop mal. Bon, évidemment c'était lui aussi. Me méfiant de la mémoire, parce que je lui avais dit avant, je me dis on veut tellement voir quelqu'un, je vais montrer à des militants amis de mon grand-père, mais sans leur dire, en disant on a retrouvé des images, venez voir si vous ne reconnaissez pas quelqu'un, pour me donner, machin et tout ça. Et il y en a un qui m'a carrément engueulé, quand il est tombé tout à coup sur les images, je l'ai encore entendu dans sa barre, c'était Pierre Cognien, une fois de plus, dire c'est le grand-père Hennebeau, ça. Il se retourne vers moi en disant c'est ton grand-père, hein. Voilà, donc c'était, bah voilà, bon bah comme ça je voulais avoir la preuve, et voilà, donc c'était, donc voilà, René a filmé mon grand-père qui m'a donné envie de raconter le film de René. Donc, voilà, on n'est pas mystique, mais enfin il y a des fois. On pourrait continuer longtemps parce qu'en fait, là-dedans, il y a un grand moment d'émotion lorsque le magnétophone tombe en panne et puis que Joseph raconte l'histoire. Mais je ne vais pas trop lancer.